Mesdames et messieurs, après délibération, la Cour décide que l'accusé Franz Müller est acquitté. Les frais du procès seront à la charge de l'État. Asseyez-vous, je vous prie. Voici en détail mon compte-rendu du jugement. Alors vous avez encore une fois réussi, maître. Je n'aurais pas parié un centime sur l'innocence de l'accusé. C'est peut-être pour ça que vous êtes devenue journaliste et non pas avocate. Non. Non, maître, ne jouez pas la fausse modestie. J'ai suivi cette affaire depuis le début. Et j'ai trouvé que votre façon de questionner les témoins de l'accusation était géniale. Je vais écrire un grand article sur votre plaidoirie. Le titre, par exemple, Le magicien. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, pour parler franchement, rien du tout. Désolé, mais je ne suis pas magicien. Si j'ai pu réfuter les différentes hypothèses des témoins de l'accusation, c'est parce que j'avais des informations très précises. Et si j'ai réussi à avoir ces informations, c'est par l'intermédiaire d'un très bon détective. Il s'appelle Joseph Matula. Si votre enthousiasme vous pousse toujours à écrire cet article, je vous conseille d'interviewer Joseph Matula et de faire de lui le personnage principal de votre reportage. Un détective privé? Ça peut intéresser qui? Ça intéressera plus qu'un avocat, permettez-moi d'en être persuadé. Un détective privé est un homme de terrain, d'action. Sa vie est pleine de dangers et d'aventures. Il passionnera les gens, mais pas un vieux gratte-papier comme moi. Bon, eh bien, si vous le pensez. Et où puis-je le trouver, ce Joseph? Joseph comment, déjà? Matula. Matula. Je ne peux pas vous dire le nom de cet homme, ni pourquoi je dois l'observer. Je vous promets de changer son nom. Ah, c'est pas le problème. Vis-à-vis de mon client, je ne peux absolument rien vous dire. Mais c'est comme un prêtre, un avocat ou un médecin. Qui vous oblige à vous taire? Ma conscience professionnelle. Vous pouvez au moins me dire pourquoi vous le suivez. Est-ce que c'est une histoire d'argent, une histoire de jalousie ou d'espionnage? Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Eh bien, parfois, je ne sais rien du tout. Ou alors parfois, quelqu'un me dit, je veux savoir ce que fera précisément Monsieur X entre ce soir et demain matin. Et moi, j'essaie de le savoir. Si c'est possible. Et si vos informations étaient utilisées dans un but criminel? Ah, ce danger est envisageable. Mais comment pourrais-je l'empêcher? Mon client peut en effet me mentir et me donner des raisons qui ne correspondent pas à ses véritables intentions. Vous voulez dire que vous ne vous intéressez pas aux informations que vous donnez pour... Arrêtez-vous! Et moi aussi, je l'ai vu. Je vous le répète, je vous déconseille vivement de faire appel. Un nouveau procès ne veut pas dire que la décision du tribunal sera en votre faveur. Au contraire, un nouveau jugement pourrait alourdir votre peine. Et d'après les éléments en ma possession, je peux vous dire que cette éventualité est très probable. Vous ne devez pas oublier que... Mais Sophie, j'ai essayé de dire, je dois avouer qu'elle ne pouvait l'être immédiatement. Excusez-moi, je vous rappellerai d'ici une demi-heure. Merci bien, Elga. Regardez ça. Non, je vais d'abord vous expliquer. Ça s'est passé hier soir. J'étais avec votre ami, le détective privé Matula, quand on a vu un homme sauter dans le vide. J'ai pris des photos et j'ai parlé à la police. Je voulais rédiger un article sur cet affreux fait divers. Et ce matin, j'ai trouvé cette lettre dans ma boîte aux lettres. Peter Pollan. C'est le nom du mort. Était une ordure, c'était une ordure de toxicomane et pour satisfaire ses envies, il n'a pas hésité à attaquer un supermarché. Il a frappé sauvagement une caissière sans défense et comme la police ne fait rien contre ces criminels, je m'en suis occupé moi-même. J'ai fait monter Pollan en haut de cet immeuble en construction, je lui ai fait croire que je lui vendrais de l'héroïne et je l'ai poussé. Je sais que vous étiez présente sur les lieux,
Je veux que vous publiiez cette lettre. Je combattrai ces marginaux jusqu'à la mort. Je ne leur laisserai pas de répit. Signé T.O.D. C'était dans votre boîte à lettres? Oui, dans une enveloppe non timbrée. Il a dû la mettre dans la boîte cette nuit. Bon. Et pourquoi vous venez me voir? J'ai évidemment tout de suite prévenu la police. Et en même temps, j'ai fait cet article pour mon journal. C'est vraiment une histoire incroyable. Vous imaginez, il est complètement détraqué. Et la police voudrait m'interdire de faire paraître mon article et de publier l'avertissement de ce dingue. Parce qu'il pense que ce criminel, après, se sentirait obligé de respecter les termes exacts de sa lettre. Je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'ils ont peut-être de bonnes raisons. Mais enfin, je suis journaliste et j'ai des devoirs vis-à-vis du public. Le premier, c'est celui d'informer. Et je ne vais pas me laisser clouer le bec, surtout par la police. Mais j'imagine que personne ne vous l'a vraiment ni interdit ni conseillé. Mais si, on me l'a interdit. On m'a même averti des suites graves que pourrait entraîner cette publication. Quelle suite grave? Ils étaient vagues. Ils ne peuvent rien contre moi. Avez-vous déjà parlé avec le conseiller juridique de votre journal ou avec votre rédacteur en chef? Non, je préférais d'abord vous en parler. Je suis nouvelle à ce journal et je dois faire mes preuves. Je ne peux pas faire d'erreur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Là, je ne peux pas. Vous êtes une journaliste. En tant que telle, vous avez votre propre conscience professionnelle. En tant que juriste, je peux vous dire que la police ne peut pas vous empêcher de rédiger un article et qu'ils n'ont pas le droit de vous menacer. Alors je peux le faire publier? Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que vous étiez seul juge pour en décider. Si j'avais ce genre de décision à prendre, j'essaierais aussi de comprendre les arguments de la police. J'ai pris ma décision. C'est une affaire trop importante et je ne veux pas la rater. Et voilà, monsieur Matula. Je me trouve dans une situation délicate. Allez-y, parlez. Ma femme a été assassinée. Hier dans la soirée. Je suis désolé. Oui. Nous avions une maison de campagne à Tonus. Ma femme allait travailler là-bas ces derniers temps. Elle était graphiste. Nous travaillions dans la publicité. Elle avait transformé cette maison en un grand atelier et elle y passait la plupart de son temps. Et c'est là... oui. C'est là qu'elle recevait ses amants. Je le savais. Enfin, plutôt, je le soupçonnais depuis longtemps. Et hier, j'ai voulu la surprendre. Je crois qu'elle me trompe avec un de mes collègues de bureau, Norbert Hempel. Et hier, je l'ai suivi après qu'il ait quitté son bureau. Et en effet, il est allé à notre maison de campagne. Il est entré dans la maison. Et je ne savais pas si je devais les surprendre en flagrant délit. Je ne savais vraiment pas ce qu'il fallait faire. C'est idiot, mais je suis parti dans la forêt. J'ai marché, je suis arrivé dans un petit village. J'ai bu 2 bières, 2 schnapps et je suis reparti. Et je suis reparti faire ma promenade. Et puis soudain, j'étais devant chez moi. Alors j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée morte. Poignardée. Ouais. Je suis retourné à ma voiture comme un fou. J'ai paniqué, je ne savais plus où j'étais. Et j'ai prévenu la police que beaucoup plus tard, je ne leur ai pas dit qui j'étais, j'ai juste parlé du cadavre. Ils m'ont interrogé dans la nuit. Je ne leur ai pas dit que j'avais déjà été dans la maison et que je m'étais promené dans la forêt. Je leur ai fait croire que j'étais resté chez moi pour finir un travail. Vous n'avez pas dit à la police que Norbert Hempel avait été chez vous? La police le savait déjà. Comment l'ont-ils su? En tout cas, ils l'avaient interrogé. Il a dit qu'il n'avait passé qu'une heure avec ma femme et qu'ensuite il était reparti à Francfort et qu'il avait joué aux échecs avec un ami à lui. Cet ami, c'est Karl-Heinz Weber. Oui, je le connais aussi. Il a confirmé ses dires. Si c'est vrai, alors ce n'est pas lui qui a pu tuer votre femme. Oui, exact. Elle est décédée vers 19h et il affirme être parti aux alentours de 17h40. Et maintenant, vous avez peur d'être accusé par la police? Ben oui, bien sûr. Je suis resté jusqu'à 18h dans le petit bistrot du village. La police va certainement le découvrir. Oui, et à l'heure du crime, je me promenais dans les bois. Je n'ai aucun alibi à leur fournir. Alors, en plus, je suis rentré chez moi et j'ai vu le corps de ma femme. Et je n'ai prévenu la police que beaucoup plus tard. Et pendant tout leur interrogatoire, j'ai menti. Si vous ne voulez pas m'aider, je suis foutu. Vous aviez un mobile?
la jalousie, et en plus vous aviez bu. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez toujours faire des aveux. Je vous jure que je n'ai pas assassiné ma femme. Et j'avais accepté depuis longtemps le fait qu'elle en aime un autre. Nous deux, c'était fini depuis longtemps. Alors pourquoi vous avez suivi son amant? Parce que je voulais savoir si elle était capable de faire l'amour avec un imbécile comme ce Rempel. Vous voyez, ça s'appelle de la jalousie. Mais je ne l'ai pas tué. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier l'alibi de Rempel ou je peux essayer de trouver le vrai coupable. Et il n'y a pas un autre coupable. Si vous m'avez vraiment dit la vérité et que l'alibi de Rempel tient la route, alors ça voudrait dire qu'elle s'est poignardée elle-même. C'est idiot. J'aurais besoin de quelques informations. L'endroit exact où est la maison, l'adresse de l'homme chez qui l'amant de votre femme a joué aux échecs, et aussi le nom du policier qui est chargé de cette enquête. Et malheureusement, je dois aussi vous parler de mes honoraires. Vous aurez ce que vous voulez, mais aidez-moi. Oui. Dorn. Bon, d'accord, je la prends. Renz. Ben, j'étais en train de le faire. Mes lectures habituelles ne sont pas ce genre de journaux. Mais enfin, ils ne sont pas faits pour me plaire. Je suis content pour vous. C'est bon les filles, vous pouvez vous rhabiller. La police m'a déjà posé le même genre de questions. Je sais. Comme j'ai pas accès au dossier, je dois vous les poser encore une fois, c'est dans l'intérêt de mon client. Mais je ne suis pas obligé de répondre. Non, vous n'y êtes pas obligé. Bon, allez, je vais le faire. Voyez-vous, je n'ai rien contre Straub. Je ne peux pas l'accuser de quelque chose. Et pourtant... Et pourtant? Oui, sa façon de se conduire avec Marlène, c'est le prénom de sa femme, est inadmissible. Ces permanentes crises de jalousie agaçaient tout le monde. Il nous soupçonnait tous d'être son amant. Il avait quand même toutes les raisons d'être jaloux. Bien sûr qu'il avait ses raisons. Ça, nous le savions déjà depuis pas mal de temps. Mais il fallait bien qu'il admette les faits un jour ou l'autre. Oui, il aurait dû divorcer. Mais lui, il a préféré s'accrocher, essayer de la faire changer. Il n'y avait plus rien à faire. Vous pensez que c'est lui le coupable? Je n'ai pas encore réfléchi à ce genre de questions. Je ne sais pas qui a pu la tuer. Mais si elle a vraiment été assassinée à 19h, il est impossible que Norbert Rempel l'ait tuée. Puisqu'il est venu ici vers 6h10. Comment vous pouvez être si précis? Monsieur Matula, comme vous devez le savoir, le match de foot a commencé vers 6h. Il est arrivé un peu plus tard, juste après qu'ils aient marqué un but. Il devait être 6h08 ou 6h10 à peu près. Ouais. Vous avez regardé le match jusqu'à la fin? Monsieur Matula, je sais pertinemment que j'ai déclaré à la police avoir joué aux échecs avec Rempel. Et je n'ai pas menti. Nous avons regardé le match, mais nous avons joué aux échecs en même temps. Nous sommes habitués à jouer ensemble et nos parties durent des heures. Mais je vous prie de m'excuser, j'ai du travail en retard.
Je vous remercie pour ces renseignements. Je vous en prie. Martina, Emmanuel, on prend la séance. Vous coûtez assez cher comme ça. Bonjour. Bonjour. Que voulez-vous? Je voudrais parler au commissaire Becker, s'il vous plaît. Et à propos de quelle affaire? Le meurtre de Marlène Straub. Attendez un instant. Ce sera long? Ça peut durer un petit moment. Monsieur le commissaire est en réunion. Il est en compagnie du préfet de police. Ah, et il parle de quoi? Des plans pour la sécurité de la ville, pas de prévision pour le week-end. Vous êtes journaliste? Eh oui. La conférence de presse est prévue pour 19 h, pièce 573. Ah, monsieur Matula, toujours dans le feu de l'action? Oui, toujours. Vous avez le temps pour un café? Non, je suis désolée, je dois aller au journal. 10 minutes. Peut-être que nous pourrions nous échanger des informations intéressantes. Au revoir. Seulement 10 minutes. Ah ouais? Quoi, vous n'avez pas lu mon article? Mais pourtant, il concernait le meurtre signé Théodé. Je dois vous avouer une chose horrible. Je n'ai jamais lu votre journal. C'était qui le mort? Voilà ce qui se passe quand on ne lit pas mon journal. Tous les autres ont parlé d'un suicide et non pas d'un acte criminel. Et demain, ce sera la même chose. La conférence de presse a lieu à 19 h. Ils n'auront jamais le temps de préparer un article, alors que le mien est déjà à l'imprimerie. Vous pouvez peut-être me le lire en avant-première. Théodé a de nouveau frappé. Où? À Brandbach, le meurtre de Marlène Straub était signé Théodé. Ah. Et voici la preuve. Évidemment, la police a gardé l'original. Et cette fois-ci, il ou elle, on ne peut jamais savoir, mais la police pense que c'est un homme, car les statistiques l'ont souvent prouvé. Cette fois-ci, il n'a pas jeté la lettre dans ma boîte, il l'a glissée par la fenêtre entrouverte de ma voiture. Elle était sur mon siège. Je tenais à vous remercier pour la publication de ma lettre dans votre journal. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Grâce à moi, l'ordre et la fidélité régneront sur cette ville. Marlène Straub se conduisait comme une vraie putain. Elle faisait l'amour avec tous les hommes qu'elle rencontrait. Ça ne me concernait pas vraiment, mais je sais que c'était une femme mariée. J'ai seulement fait ce qu'un mari devait faire. Ceci est un avertissement pour toutes les putains. Dites-leur que la mort, c'est Théodé. Un homme pareil devrait être enfermé. Tout à fait d'accord avec toi. Tu es sur l'affaire de Marlène Straub. Qui aurais-tu soupçonné si tu n'avais pas lu la lettre signée Théodé? Soupçonné? Difficile à dire. Mon client, qui était aussi son mari, est dans de sales draps. La possibilité qu'il ait lu dans la presse la première lettre de Théodé, qu'il ait ensuite décidé d'assassiner sa femme et qu'il soit l'auteur de la seconde Tu lettre... peux l'oublier. Les deux lettres ont été écrites sur la même machine. C'est le résultat du labo. Et si Straub avait commis les deux crimes? Pourquoi l'aurait-il fait? Mais je peux lui demander. Monsieur Straub, c'est Matula. Je suis heureux de savoir que vous êtes en liberté. En ce qui concerne l'alibi de Monsieur Rempel, Monsieur Weber reste catégorique. Norbert Rempel a pu faire le trajet en 30 minutes, mais il a dû commettre au moins une douzaine d'infractions au code de la route pour réussir. Il conduit comme un fou, ça c'est vrai. Une autre question. Où est-ce que vous étiez exactement le jeudi vers 17 h 30? Pourquoi cette question? Parce que la police va certainement vous la poser aussi. Attendez, je réfléchis, un moment. Jeudi 17 h 30, Ouais. réunion avec des clients de 16 h 30 jusqu'à au moins 22 h. On a fêté la réussite d'un projet. Et vous avez des témoins? Oui, tous les gens qui étaient là, environ 5 personnes. Et pourquoi ces questions? Un fait nouveau peut vous innocenter totalement, si votre alibi est incontestable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je ne vois pas le rapport avec Marlène. Je ne peux pas encore vous le dire, mais ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur Matula. Je vous remercie. Vous savez, j'y suis pour rien. On se voit bientôt. À plus tard. Et un suspect de moins. Mais à la place, c'est un client de plus.
Monsieur le préfet vous attend, je vous en prie. Oui. Merci. Bonjour, maître Renz. Je vous remercie d'être venu me voir. Bonjour, monsieur le préfet. Je vous présente le commissaire Becker. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Vous connaissez Madame Dorn? La journaliste? Oui. Avez-vous lu ses différents articles la semaine dernière? Oui. L'avez-vous conseillé pour la parution de ces articles? Non. Alors elle ne m'a pas bien informé. Oui, c'est aussi mon avis. Je lui ai seulement dit que la police ne pouvait en aucun cas interdire à un journaliste de faire son métier. Le fait qu'elle publie ou non lui appartenait à elle seule. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un problème de conscience. Avez-vous dit à cette journaliste que Théodée était certainement un malade et qu'une de ses premières jouissances était la publication de ses lettres, la reconnaissance par les médias? Je suis sûr que si on avait empêché cette publication et qu'on l'avait privé de son plaisir, il n'aurait jamais assassiné une deuxième fois. Non. Je ne lui ai pas dit tout ça et je n'aurais jamais pu le lui dire parce que je l'ignorais. Et nos psychologues partagent le même avis. Alors pourquoi vos psychologues n'en parlent pas à Madame Dorn? Ils ont essayé, mais elle n'a rien voulu entendre. Et vous croyez qu'un avocat peut réussir là où tous vos psychologues ont échoué? Ah oui. Nous avons de bonnes raisons de croire que vous lui avez fait, comment dire, forte impression. Nous pensons que si elle doit écouter quelqu'un, ce sera vous. Ah ah. Et naturellement, nous ne pouvons pas garantir que les meurtres s'arrêteront en même temps que les publications. Mais c'est notre seule chance. Et en plus, ces articles ont provoqué une véritable hystérie dans la population. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement, monsieur le préfet? Que vous parliez à Madame Dorn, que vous vous serviez de votre influence pour lui faire changer d'avis. Bien, je vais lui en parler. C'était pas un exemple de vertu. Ça, tout le monde le sait. Elle venait souvent manger ici. T'aurais dû voir ses yeux. Un jour, je lui ai même payé un verre. Et j'ai parlé un moment avec elle. Et alors? 4 bières, s'il vous plaît. Elle m'a dit qu'elle avait une fuite dans sa salle de bain. Et comme je suis plombier, je suis passé chez elle le lendemain soir. Et alors? Veit était chez elle. Ils écoutaient des disques. Et toi? J'ai trouvé la fuite et puis j'ai réparé. Et ensuite? Et après, je suis rentré chez moi. Eva était restée après ton départ? Mais je sais rien. Demande-lui toi-même. Ça me fait penser que je les avais déjà vus se balader ensemble. Le Veit et la belle Marlène. En forêt. Une promenade d'amoureux. Moi aussi, j'aurais bien voulu me promener avec elle dans les bois. Ça, je vous l'assure. Mais pourquoi en parler, puisqu'elle est morte? Mais ça, c'est leur théorie. Personne ne sait ce qu'il aurait fait exactement. Bien sûr. Mais si nous avons une chance minime, même si c'est simplement l'ombre d'une chance d'épargner une vie humaine, ne pensez-vous pas que nous devons tout faire pour la sauver? Je suis journaliste. C'est pour ça que vous devez respecter les règles du jeu. Vous avez certains devoirs vis-à-vis de la population. Oui, j'ai celui d'informer. Et pourquoi? Mais pour la vérité. Oui. Mais le vrai problème, c'est de savoir qui peut définir la vérité. Vous le savez? Certainement pas. Mais ce qui s'est passé est bien réel. Ce n'est pas trop facile. Et comment pouvez-vous savoir ce qui se passe dans la tête de ce malade? Vous devez me comprendre. Je travaillais pour un petit journal provincial. J'ai fait des erreurs et ils m'ont mise à la porte. Je suis restée au chômage presque 2 ans. Je disais à mes amis que je travaillais à mon compte, mais en réalité, je n'avais reçu aucune proposition. J'ai essayé de préparer des articles, de proposer des sujets de reportage. Mais pour toute réponse, j'ai reçu des lettres me disant que mes propositions n'étaient pas retenues. Et maintenant, j'ai la chance de travailler à la rédaction de ce quotidien.
Et vous voudriez que je laisse tout tomber? Je ne vous ai pas demandé d'abandonner cette affaire. Vous ne croyez pas que si Théodée reprend contact avec vous et que vous aidiez la police à l'arrêter, ce sera le plus beau scoop de votre carrière? Vous pourrez même en faire un roman. On vous demande seulement de retarder la parution. On ne veut pas vous empêcher de le publier. Bon. Et puisque vous semblez avoir des relations dans la police et qu'ils vous ont demandé de me parler, vous devez me promettre une chose. Oui? Quand nous l'arrêterons, je veux être présente en exclusivité. Je ne veux pas d'autres journalistes. Vous pouvez me le promettre? Je ne peux pas vous le promettre. Mais je peux en parler au préfet de police. Personne d'autre ne peut prendre cette décision. Et je pense que si c'est possible, il fera tout pour vous satisfaire. D'accord. Vous cherchez quoi? Je savais que la police finirait par venir ici. Marlène Straub et moi, nous étions très amis, si c'est ce que vous voulez savoir. Elle venait souvent ici. Et j'ai été quelquefois chez elle. Mais je veux que vous compreniez bien que je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle. Nous étions au-dessus de ça. Je n'ai d'ailleurs pas d'alibi pour le jour du meurtre. J'étais ici. J'ai lu, j'ai écrit, enfin je me souviens plus. Vous écrivez quoi? Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces journaux? Je lis. Et il m'arrive d'écrire aux journaux quand ça ne va pas. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas? Exact. Et mes écrits sont publiés. Qu'est-ce que vous avez fait jeudi dernier? En fin d'après-midi ou en début de soirée, comme vous voulez. Je ne me rappelle plus. Réfléchissez bien. J'étais à Francfort. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ça ne vous regarde pas. On vous a jamais dit que vous étiez un peu trop agressif? Si. Et alors? Les agressifs sont des gens qui se battent. Et je suis un combattant. Je me bagarre pour le bien. Je sais exactement ce que j'ai promis, mais je ne pouvais rien faire. Il a envoyé la lettre directement à la rédaction. Envoyé? Non, pas envoyé, glissé dans la boîte aux lettres. Le rédacteur en chef et toute la rédaction l'ont lu. Et si je n'écris pas cet article, vous pouvez être sûr que quelqu'un d'autre le fera. Bien, je vous comprends. Mais vous pouvez peut-être me donner les grandes lignes de votre papier. Le monstre vient d'assassiner une fillette de 5 ans. Une enfant? Je croyais que c'était un justicier. Quel mal pourrait faire un enfant? C'était la petite fille d'un médecin. Lisez ça. Je sais que le docteur Assmann faisait des avortements. C'est des centaines, peut-être des milliers de vies humaines qu'il a tuées. Maintenant, il va comprendre ce que signifie la perte d'un enfant. Signé T.O.D. C'est vraiment horrible.
Comment l'a-t-il assassiné? Il l'a noyé dans la piscine de ses parents. Le père était à son cabinet, la mère partie faire les courses, et la petite jouait dans le jardin. Mais quand la mère est revenue, elle a trouvé son enfant dans la piscine. Elle a d'abord pensé à un accident, et puis elle a trouvé cette lettre. Et personne n'a vu ou entendu quelque chose? La police est encore là-bas, ils interrogent les voisins. Mais le jardin et la piscine sont derrière une haie. Et c'est arrivé quand? Entre 3 et 5 heures cet après-midi. Il a dû déposer cette lettre vers 7 heures dans la boîte. C'est incroyable. Je crois connaître le nom de Théodée. Alors dis-le-moi. J'ai aussi une nouvelle à t'apprendre. Pour l'instant, je n'ai pas de preuves, mais je suis sûr de moi. Eh ben, raconte. Il s'appelle Veit Corner et il habite à Brombach. Et pour les crimes, il n'a aucun alibi. Il voyait souvent Marlène Straub et peut-être même qu'il était son amant. Il m'a avoué qu'il a été à Francfort jeudi dernier toute la journée. C'est un fou. Il passe son temps à écrire des lettres aux journaux, que des conneries monumentales. Dieter, rarement dans ma vie de détective, j'ai été convaincu comme aujourd'hui. Quand as-tu parlé à ce monsieur Veit Corner? Cet après-midi, Précisément? entre 3 et 4 heures à peu près. À Brombach? Ouais. Alors tu peux oublier ton meurtrier. Pourquoi? Théodée a assassiné une petite fille de 5 ans cet après-midi. Ça s'est passé justement entre 3 et 4h30. Cette fois-ci, elle n'y est pour rien. Je sais, oui. Nous devons trouver un moyen pour stopper ces parutions. Le ministre de l'Intérieur voudrait rencontrer le rédacteur en chef de ce journal. Et vous n'avez toujours pas de nouvelles pistes? Une multitude de pistes, mais elles sont vagues, rien de concret. Un voisin croit avoir vu rôder un homme en trench coat peu avant le crime. Un autre a vu une Fiat rouge démarrer en trombe devant la maison de Hassmann. Pour l'affaire Marlène Straub, nous savons maintenant que son mari était sur les lieux le jour de l'assassinat. Mais par contre, il a un bon alibi pour le deuxième et le troisième meurtre. Oui, je sais. Straub a demandé à un de mes amis, qui est détective privé, de trouver des éléments qui pourraient prouver son innocence. Il savait qu'on le soupçonnerait en premier, mais cette lettre a été publiée. Ce détective privé a fait des recherches à Brombach. Oui. Il n'aurait pas une Audi blanche. Oui? Ça nous fait encore un suspect de moins. Monsieur Matulin, enfin c'est le nom de ce détective privé, était aussi sur les lieux le jour du premier assassinat. Non, ça n'est pas ce que je voulais dire. Il a vu l'homme tomber de cet immeuble, il était en bas dans la rue, dans sa voiture. Coïncidence bizarre, non? Il y a tant de choses bizarres sur Terre. Tous nos suspects peuvent avoir commis un de ces meurtres. Il y en a même un qui pourrait en avoir commis 2. Mais pour le troisième, il a malheureusement un alibi en béton. Nous avons aussi pensé que Théodée pourrait faire partie d'un gang organisé et ils auraient tué chacun à leur tour. D'après les lettres, nous pouvons affirmer que nous ne sommes pas confrontés à un groupe. Nos psychologues, après examen des lettres, n'ont émis aucun doute à ce sujet. L'assassin devait très bien connaître ses victimes. Les détails précis qu'il donne de la vie privée de ses victimes étaient exacts. Peter Polland prenait effectivement de l'héroïne. Et le besoin de drogue l'avait conduit à attaquer une caissière dans un supermarché. Marlène Straub avait en effet de multiples partenaires sexuels. Le docteur Hassmann, en tant que gynécologue, pratiquait des interruptions de grossesse, mais il nous dit avoir toujours agi dans la légalité. 3 personnes qui étaient chacune de milieux différents, qui vivaient toutes les 3 à Francfort et qui ne faisaient pas le même métier. Je voudrais vous proposer une petite expérience. Nous avons fait venir les proches et les membres de la famille des victimes. Ils vont essayer de déterminer s'il n'y aurait pas un éventuel point commun ou une personne que les 3 auraient connue. Venez, maître Renz. L'expérience a commencé. Ne vous interrompez pas pour nous, continuez. Oui, alors la sœur de ma femme a suivi un traitement prescrit par le docteur Hassmann. C'était à la suite d'un avortement qui s'était mal passé. Depuis, elle avait fréquemment des douleurs. C'est peut-être un point commun. Elle et ma femme ne s'aimaient pas beaucoup. Oui, je pense même dire qu'elles se détestaient cordialement. Et deuxième point commun, ma belle-sœur est toxicomane. Madame Polland est presque sûre d'avoir entendu son fils prononcer son nom. Non, pas absolument sûre. Mais ce nom de Helga Nussing, je l'ai déjà entendu.
Je suis certain que Peter lui fournissait de la drogue. Ce profil ne correspond pas à une femme. Est-ce que Helga Nussing est mariée? Oui, il s'appelle Walter. Walter Nussing. Vous n'avez rien découvert de plus? Non, rien du tout. Peut-être pouvez-vous encore trouver d'autres éléments qui pourraient nous faire avancer. Et pour Helga Nussing, nous procéderons à une étude complète de son emploi du temps. Je vous remercie pour votre collaboration. Maître, j'ai expliqué à Madame Dorn que vous ne vouliez pas être dérangée, mais elle a dit que si je ne vous prévenais pas de sa visite... Elle entrerait quand même. Oui. Ben, je crois que j'ai peut-être du travail pour Matula. Vous pensez à quoi? Je pourrais l'engager comme videur à mon bureau. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous apprendre. Eh bien, puisque Madame Dorn est là maintenant et que nous aurions beaucoup de mal à la faire sortir, laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Nussing ont disparu depuis une semaine. Qui vous a dit que nous nous intéressions au Nussing? J'ai interviewé pour mon journal le docteur Assman et c'est lui qui me l'a appris. Et il vous a appris que ce couple avait disparu? Non, non, ça c'est moi qui l'ai découvert. Ah. Nussing avait téléphoné à son entreprise 2 jours avant le premier assassinat. Il leur avait dit je ne viendrai pas au bureau de l'usine pendant quelques jours. J'ai des problèmes et je ne peux pas vous les expliquer par téléphone. De toute façon, il me restait plusieurs jours de vacances à prendre. Et depuis, plus personne n'a eu de nouvelles. Plus personne ne les a vus. Bien, admettons-le. Et maintenant, dites-moi, pourquoi vous êtes venu spécialement me raconter ça? Mais je pensais que cette affaire vous intéressait. Grâce à votre talent journalistique, maintenant, c'est toute la ville qui s'intéresse à cette affaire. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir? Puisque, de toute façon, j'aurais pu le lire demain matin dans les journaux. D'accord, vous êtes plus intelligent que moi et je n'ai pas honte de l'avouer. Bien, alors, qu'est-ce que vous voulez? Walter Nussing a été condamné. Il a même fait un séjour en prison. C'est un voisin qui me l'a dit. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi. Et vous pensez que je le sais? Non, mais vous pouvez facilement vous renseigner. Oui. En effet, je le peux, mais je ne vois pas pourquoi je le ferais. Vous ne manqueriez pas de faire un grand article concernant un homme qui a payé sa dette à la société. Sa vie privée ne regarde que lui. Mais s'il a été condamné pour le même motif? Le même motif? Vous voulez dire pour meurtre? Ou pour une agression avec violence? Oui, en effet, ce serait très intéressant. Surtout pour les policiers. Mais si c'est le cas, ils doivent déjà le savoir. Eux, ils ont accès à tous les dossiers.
mais pas monsieur tout le monde. Les Nussing sont suspectés, ils ne sont pas accusés. La différence est importante, je trouve. Pourquoi est-ce que vous devenez si agressif? Parce que je n'aime pas votre façon de faire du journalisme. Enfin, je me suis mal exprimé. Je refuse cette forme de journalisme macabre. Je la déteste. Et maintenant, laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Je vous aime bien quand même. Pourquoi est-ce que t'as écrit ça? Pour rire. J'ai lu les journaux. Je sais ce que Théodée a fait. Tu crois que je suis le meurtrier? Tu crois que j'aurais pu tuer une gamine? T'as perdu ta langue? Je sais que t'as pas pu tuer la petite puisqu'on était ensemble ce jour-là. Alors pourquoi tu viens fouiller chez moi? Pourquoi t'écris sur cette machine? Peut-être... Quoi? Peut-être que Théodée s'est servi de ta machine pour écrire ses lettres. Comment il aurait fait? Je vis seul ici. Ou alors tu penses que je peux me dédoubler? Que je peux être assis avec toi et en même temps tuer quelqu'un à Francfort? Hein? Dis-moi, comment j'aurais fait? T'as très bien pu tuer Marlène Straub et Peter Polland, mais la petite, c'est peut-être quelqu'un qui t'a imité. Mais ce Peter Polland, je le connais pas. Qui me dit que tu mens pas? Ce serait pas la première fois? Ah, je mens jamais. Je suis la seule personne au monde qui peut dire je ne mens jamais. Et comment t'as eu les photos? Ça prouve rien du tout. Tu m'as dit que ta relation avec Marlène Straub était purement platonique. Tu m'as dit que tu ne l'avais jamais touchée. C'est la vérité. Pourtant, elle me provoquait. Et en plus, il n'y a pas de mal à ça. Mais on n'a jamais fait l'amour. Je suis pas comme les autres. Pourquoi tu l'as tuée alors? Parce qu'elle n'a pas respecté sa parole. Parce qu'elle m'avait juré de ne plus continuer. Continuer quoi? Tu le sais très bien. Mais elle a recommencé de plus belle avec le premier venu. Est-ce que c'était une raison pour la tuer? Non. Ça n'était pas une raison. J'ai commis un péché bien plus grave que ceux qu'elle commettait. Je sais aussi que je dois payer pour ça. Mais j'avais pas besoin de toi pour le faire. Grâce à moi, l'ordre et la fidélité régnera bientôt sur cette ville. L'ordre et la fidélité régnera bientôt. Il y a une faute, il a oublié le pluriel. L'ordre et la fidélité régneront bientôt. J'ai fait croire à cet imbécile que je lui vendrais de l'héroïne. Je combattrai ces marginaux jusqu'à la mort. Pas de pitié, signé Théodée. Quelle curieuse façon de parler. Oui, Hans? Joseph, mais où est-ce que tu te caches? J'ai déjà essayé de te téléphoner plusieurs fois. Je viens d'avoir une idée. Elle est peut-être absurde, mais elle ne me sort pas de la tête. Un suicide? Tu en es sûr? Et après qu'il ait avoué? Non, je comprends. Non, n'appelle pas la police. Je t'assure qu'il n'y aura pas de problème. D'accord.
J'ai compris. Mais puisque je te le dis... Dans combien de temps? D'accord, à tout à l'heure. Bonsoir, Madame Dorn. Bonsoir, maître. Entrez. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais je sais que vous êtes toujours disponible quand il s'agit de votre travail. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dirai dans la voiture. Vous avez un appareil? Oui, Vous avez un flash? bien sûr. Alors prenez-le et venez vite. Sinon la police sera là avant nous. J'ai réfléchi à ce que je vous ai dit l'autre jour. Et je dois admettre que je me suis trompé. Ce sont des choses qui arrivent. Et alors? Vous avez eu raison de publier ces articles. Les juristes l'ont toujours dit. Enfin, je veux dire ceux du journal. Ah non, 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 je ne parle pas juridiquement. Je veux dire moralement. Et ça, il y a souvent une grosse différence. C'est agréable de vous l'entendre dire. Premièrement, avertir la population était un acte de civisme. Quand on a dit que vos articles sèmeraient la panique, nous nous sommes trompés. Et deuxièmement? Vous avez permis à la population d'aider la police dans sa recherche pour retrouver ce tueur. La façon de s'exprimer de cet assassin est si bizarre et si personnelle dans le choix de certaines phrases que je veux bien croire qu'un de ses amis ou une de ses relations pourrait l'identifier et ensuite prévenir la police de l'endroit où il se trouve. Je pense aussi que son style est particulier. Et troisièmement, j'ai dit que le tueur était encouragé par la publication de ces lettres. Je n'avais émis qu'une simple théorie, et je reconnais que la théorie n'est pas toujours le reflet de la vie. Je vous remercie pour ces remarques. Vous m'avez fait beaucoup de peine cet après-midi. Je suis surmené en ce moment. Et je n'avais pas à vous déranger comme je l'ai fait. Je suis heureuse que vous ne m'en vouliez pas. Et maintenant, vous pouvez me dire ce qui se passe? Ah, non, non, non. Cette fois-ci, il m'est impossible de vous informer. Je veux vous mettre l'eau à la bouche. Qui est cet homme? Il s'appelle Veit Corner. Il a été un des amants de Marlène Straub. C'est vous qui l'avez découvert? Ouais. C'est un meurtre ou c'est un suicide? La balle a été tirée presque à bout portant. On dirait vraiment un suicide. D'un autre côté, Oui, quoi? je crois que c'est dans cette région que Théodée a commis un meurtre. Mais je vais vous montrer quelque chose. Venez voir. Tenez, voilà Marlène Straub. C'était un vrai râleur. Il écrivait toujours aux journaux pour se plaindre. Vous devez certainement le connaître. Mais pourquoi Théodée aurait assassiné cet homme, puisque d'après lui, il ne tue que des gens qu'il mérite? Vous ne pensez pas que pour un fou, n'importe qui peut mériter une punition? Personne ne peut savoir ce qui se passe dans sa tête. Tiens, voilà une des lettres qu'il a écrites à mon journal. D'après lui, on ne peut pas vivre dans un État qui autorise la construction de casinos, qui prélève des impôts sur le dos des prostituées et qui prétend agir pour le bien des gens. Il dénonce l'hypocrisie des hommes politiques. Peut-être que cet homme en savait trop. Il devenait dangereux pour Théodée.
Et si c'était lui, Théodée? Peut-être ce monstre s'est-il fait justice lui-même. Non, ça, je ne le pense pas. Il se battait pour la liberté et pour l'ordre depuis des années. Exactement comme le fait Théodée. Il envoyait souvent des lettres aux journaux. Comme Théodée le fait d'une façon plus macabre. Maintenant, il faudrait savoir ce qu'il faisait au moment des meurtres. Ah, ça va pas être facile. Il vivait seul, il ne sortait presque jamais. Comment se fait-il que vous soyez là? J'ai été chargé de faire une enquête par le mari de feu Marlène Straub au sujet de sa mort. Et vous avez découvert qu'il était son amant, et quand vous êtes venu, vous avez trouvé son cadavre. Exact. Et pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police alors? Je voulais avoir l'avis de Rennes avant d'agir. Je ne savais pas que vous l'accompagneriez. Vous ne voulez pas que j'écrive un article? Vos articles ne me gênent pas. La seule chose que vous ne devez pas écrire, c'est que je n'ai prévenu la police que plusieurs heures après la découverte du corps. Bon, c'est promis. Les amis de Maître Rennes sont mes amis. Mais si je publie ces articles et ces photos, je suis sûre qu'on va me demander d'où viennent mes informations. Vous n'avez qu'à simplement dire no comment. Vous ne pensez pas que je devrais rester ici? Peut-être qu'il serait préférable de dire que nous sommes venus ensemble sur les lieux. Si vous voulez. C'est pas un vrai mensonge, vous m'avez déjà accompagné sur une enquête. Mais si tu as raison, c'est vraiment incroyable. J'ai raison. On a retrouvé les Nussing dans une petite ville du Tyrol. Après plusieurs disputes, ils avaient préféré partir en voyage pour essayer de se rapprocher l'un de l'autre. Pendant tous ces événements, ils sont restés dans le Tyrol? Eh oui. Vous voyez le gars? Oui, Rennes. Non. Bon, ben, je viens vous voir. Tu es prêt pour le dénouement? Ben, viens aussi. D'accord. Allez. Notre rédacteur en chef, Monsieur Bush. Bush, enchanté. Maître Rennes, Monsieur Matula. Pourrais-je lire cette nouvelle lettre? Les hommes qui vont avec les putains sont encore plus condamnables, surtout quand ils se prétendent humanistes et qu'ils vivent en bourgeois comme White Corner, ils méritent la mort. T. Au point des points. Tenez. Toujours la même machine à écrire. D'après ce que nous pouvons en juger, oui. Vous l'avez reçu par la poste? Je l'ai trouvé ce matin dans ma boîte, à mon domicile privé. Vous n'avez pas trouvé un mot pour Madame Dorn avec la lettre? Oui? Et comment savez-vous ça? Parce que Théodée n'existe pas. Il n'existe pas, que voulez-vous dire? Qui a envoyé cette lettre alors? Et toutes les autres depuis le début? Madame Dorn. Vous êtes malade? S'il vous plaît, venez dans mon bureau. Alors, maître Rennes, qui aurait assassiné ces 4 personnes? Il n'y a eu qu'un meurtre. La mort de Peter Polland était en fait un suicide. C'était un toxicomane recherché par la police, il n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'il a sauté de l'immeuble. Madame Dorn s'est trouvée sur les lieux tout à fait par hasard. Et c'est là qu'elle a eu l'idée. Oui, elle voulait faire un article à tout prix. Je lui ai dit, un suicide, vous savez, quand il ne s'agit pas d'une personne populaire, malheureusement, ça ne mérite qu'un entrefilet. Et puis Marlène Straub a été assassinée. Mais c'est White Corner qui l'a tué, et non Théodée. Il ne pouvait plus assumer son crime et il s'est fait justice. Mais auparavant, il a avoué. Malheureusement, je n'ai pas pu l'empêcher de se tuer. Nous avons tendu un piège à Madame Dorn et elle est tombée dedans puisqu'elle a écrit cette 4e lettre. La 3e lettre, la mort de la petite fille. Je suppose que c'était un accident.
Elle a dû jouer dans le jardin et puis tomber dans la piscine. Madame Dorn a certainement appris ce fait divers en écoutant la fréquence radio de la police et elle a inventé le reste. Mais quel était son but? L'envie de réussir. Vous savez qu'elle avait fait plusieurs tentatives pour travailler dans un grand journal. Et toutes s'étaient soldées par un échec. Vous l'avez engagée, mais vous vouliez d'abord qu'elle fasse une période d'essai. C'est pour ça qu'elle a pensé qu'il fallait vous étonner. Et c'est ce qu'elle a fait. Madame Dorn, est-ce la vérité? Maître Rennes a raison. Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez empêché la police d'identifier un vrai coupable et vous avez transformé en assassinat 2 faits divers. Avec un bon avocat, vous vous en tirez avec une peine légère. Vous allez me défendre? Non. Le procureur va vouloir m'entendre comme témoin. Ce que vous avez fait est horrible, humainement. Et comme journaliste... Vous êtes renvoyé, sortez d'ici. Allons, vite, s'il vous plaît. Je ne crois pas que vous devez lui en vouloir. Elle a toujours signé ses lettres comme elle signait ses articles, avec les 3 initiales de son nom. Thérèse Olga Dorn. T-O-D. Vous ne connaissiez pas son nom? Je vous aime bien quand même.